Une histoire émouvante de rédemption, d'amour, de passion et de nouveau départ. Il a été payé pour l'utiliser pendant une nuit, mais elle portait en elle un passé enfoui et un plan mortel. Finalement, c'est lui qui a imploré son pardon. Regardez cette histoire jusqu'au bout, vous serez surpris. Si vous aimez les histoires d'amour, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire. Nous publions chaque jour des vidéos comme celle-ci. La capitale pulsait dans ses veines comme de la cocaïne pure. Dimitri Valène ajustait les poignets de sa chemise en soie italienne, tout en observant la ville à travers la vitre blindée de son appartement. 42 ans. Des cheveux gris aux tempes qui accentuaient son élégance naturelle, des yeux sombres qui ne trahissaient jamais ses pensées. Il avait bâti un empire sur le silence, et chaque secret qu'il gardait valait plus que de l'or. L'interphone a sonné 2 fois. Une sonnerie brève et discrète comme convenu. « Monsieur Valène ?» La voix métallique du concierge résonna dans le combiné. « Votre commande est arrivée. » Ordre. Ce mot l'amusait. Comme s'il était possible d'ordonner l'absolution, la liberté ou l'oubli des crimes qui souillent les mains des hommes puissants. Mais d'une certaine manière, c'était exactement ce qu'il faisait depuis 2 décennies. Il vendait des miracles juridiques à ceux qui pouvaient en payer le prix. Envoie-le. Dimitri se dirigea vers le bar en acajou, se servit un whisky écossais de 30 ans d'âge et le sirota lentement, savourant la brûlure qui le traversait. L'appartement était une extension de sa personnalité, minimaliste, imposant, chaque pièce soigneusement choisie pour impressionner et intimider. Des tableaux d'artistes brésiliens de renom couvraient les murs blancs, des meubles design emplissaient les espaces avec une précision géométrique. Tout était propre, tout était ordonné, tout était sous contrôle. L'ascenseur donnait directement sur son hall privé. Dimitri s'attendait à voir Roberto, son intermédiaire de confiance, ce petit homme nerveux qui réglait les questions les plus délicates de sa vie privée. Au lieu de cela, une femme surgit de la cabine, telle une apparition. Elle portait une robe noire qui épousait chaque courbe de son corps avec la précision d'une seconde peau. Le tissu scintillait doucement dans la lumière indirecte du hall, suggérant la soie pure. Ses cheveux noirs tombaient en vagues sur ses épaules nues, et lorsqu'elle leva les yeux, Dimitri sentit un étrange mouvement dans sa poitrine. Degek, yeux gris comme un orage sur le point d'éclater, le fixait avec une intensité qui le déconcerta. « Monsieur Valène ». Sa voix était grave, presque rauque, emplie d'une sensualité qui semblait naturelle, spontanée. « Je suis Isadora. » Il l'observa en silence. Elle était de taille moyenne, avec une peau dorée qui suggérait un métissage et des lèvres charnues d'un rouge sombre. Belle, sans aucun doute. Mais il y avait autre chose. Une sorte d'immobilité dangereuse, comme un félin observant sa proie avant de bondir. « Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes en personne. » Dimitri ferma la porte de l'ascenseur et se dirigea vers le salon, sachant qu'elle le suivrait. Roberto a dit qu'elle serait discrète. « Je suis discrète. » Elle se tenait près de la baie vitrée, regardant les lumières de la ville. « Mais je ne suis pas invisible. » Ce commentaire l'intriguait. Les femmes dans sa situation s'efforçaient souvent d'être invisibles. Un service rendu, une rencontre qui n'avait jamais eu lieu, un nom qui ne serait jamais prononcé. Isadora, cependant, occupait l'espace comme si elle y avait sa place. « Veux-tu boire quelque chose ?» Dimitri s'approcha à nouveau du bar, plus pour gagner du temps que par courtoisie. « Du vin rouge, s'il y a quelque chose de national. » Le choix le surprit. Il s'attendait à ce qu'elle commande du champagne ou peut-être décline poliment. Au lieu de cela, il lui servit un verre de Cabernet Sauvignon de Serra Gaúcha, une marque qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de nombreux Brésiliens. Alors qu'il tendait le verre, ses doigts effleurèrent les siens. Le contact fut, bref, presque accidentel, mais il laissa une trace de chaleur sur sa peau. Elle but lentement une gorgée sans le quitter des yeux. « Roberto m'a dit que tu avais des besoins spécifiques. » Les mots étaient des plus durs que Dimitri ne l'aurait voulu. Isadora sourit pour la première fois, comme une lame enveloppée de soie. « Nous avons tous des besoins spécifiques, monsieur Valène. La question est, quels sont les vôtres ?» La question le prit au dépourvu. Ces dernières années, leurs rencontres étaient devenues des transactions mécaniques et froides, où il dictait ses conditions et obtenait ce qu'il payait. On ne lui avait jamais demandé quelles étaient ses véritables
Désir, seulement ces fantasmes superficiels. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. Il but une gorgée de whisky, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Et à quoi t'attendais-tu? Soumission. Ah! Elle posa le verre sur la table basse et s'approcha de lui à pas lents, félin. Et si je te disais que la véritable soumission ne consiste pas à se rendre soi-même, mais à forcer quelqu'un à se rendre? Les mots résonnèrent dans le silence de l'appartement comme un défi. Dimitri sentit ses muscles se tendre. Il avait l'habitude de dominer n'importe quelle situation, n'importe qui. Son monde fonctionnait ainsi, il commandait, les autres obéissaient. Mais Isadora l'observait comme si elle perçait sa façade soigneusement construite. « Tu es intéressant. » Il termina son whisky d'une traite. « Tu ne me connais pas encore. » Elle tendit la main et toucha sa cravate, défaisant le nœud d'un geste précis. Dimitri resta immobile, observant son expression. Il n'y avait aucune précipitation dans ses gestes, aucune anxiété, juste une certitude tranquille, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait et pourquoi. La cravate tomba au sol avec un murmure à peine audible. « Pourquoi fais-tu ça ?» Il lui prit le visage entre ses mains, la forçant à le regarder. « Parce que tu en as besoin. » De quoi ai-je besoin? Ressentir. Ce mot le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Dimitri réalisa qu'il avait cessé de respirer. Ressentir était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Ressentir signifiait vulnérabilité, et vulnérabilité signifiait faiblesse. Dans son monde, les hommes faibles ne survivaient pas. Mais lorsqu'Isadora se releva sur la pointe des pieds et posa ses lèvres sur les siennes, il le sentit. Il sentit le goût du vin dans sa bouche, le parfum subtil de sa peau, la douceur de ses cheveux entre ses doigts. Il sentit quelque chose s'effondrer en lui, comme un barrage cédant sous la pression de l'eau. Le baiser fut long, profond, et empreint d'une urgence qu'aucun d'eux ne pouvait expliquer. Lorsqu'ils se séparèrent, Dimitri eut l'impression de voir le monde sous un nouveau jour. « Où ?» Sa voix était rauque, méconnaissable. « Où tu veux ?» Il la conduisit dans sa chambre, un espace encore plus minimaliste que le reste de l'appartement. Un lit king-size avec des draps blancs en coton égyptien, des murs nus, juste un fauteuil Barcelona dans un coin et une commode basse en bois précieux. La fenêtre occupait tout le mur latéral, offrant une vue panoramique sur São Paulo valant des millions. Isadora s'arrêta au centre de la pièce et attendit. Aucune hésitation, aucune soumission dans sa posture, juste de l'anticipation. Dimitri s'approcha d'elle et posa ses mains sur ses épaules. Sa peau était chaude et douce, et il sentit un frisson le parcourir tandis qu'il commençait à dézipper sa robe. Le tissu glissa sur ses hanches comme de l'eau, formant une flaque noire à ses pieds. Elle ne portait qu'une culotte en dentelle, noire, rien d'autre. Jésus. Le mot s'échappa de ses lèvres comme une prière profane. Isadora se tourna lentement, sans hâte, le laissant l'admirer. Petit sein ferme, taille marquée, hanche ronde. Mais ce furent ses yeux qui l'hypnotisèrent à nouveau. Il y avait quelque chose d'ancien en eux, comme si elle portait en elle des souvenirs qui ne lui appartenaient pas. « Touche-moi ». Ce n'était pas une demande. C'était un ordre doux mais irrévocable. Dimitri obéit. Ses mains explorèrent chaque centimètre de sa peau, mémorisant texture, température, réaction. Lorsqu'il atteignit ses seins, Isadora cambra le dos et gémit doucement, un son qui lui parvint jusqu'à l'aine. Ils s'avancèrent vers le lit dans une danse silencieuse. Dimitri se déshabilla précipitamment, jetant ses vêtements coûteux par terre comme des chiffons. En s'allongeant à côté d'elle, il se sentit exposé d'une manière qui allait bien au-delà de la nudité physique. « Que veux-tu de moi » murmura-t-il contre son cou, respirant son parfum. « Tous. » La réponse était simple mais lourde de conséquences qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Dimitri n'avait pas l'habitude de tout donner. Il avait l'habitude de prendre, de posséder, de contrôler. Mais avec Isadora, il ressentait un besoin de se donner d'une manière qui l'effrayait. Ils firent l'amour comme si c'était leur dernière nuit sur Terre. Ce n'était pas du sexe mécanique ou performatif. C'était quelque chose de primitif, de nécessaire, presque sacré par son intensité. Dimitri se perdit dans les courbes de son corps, dans les sons qu'elle émettait, dans la façon dont ses yeux ne se fermaient jamais complètement, comme si elle voulait le graver dans sa mémoire. Lorsqu'elle atteignit l'orgasme,
Elle hurla son nom avec un désespoir qui résonna à travers les murs de la pièce. Dimitri la suivit quelques secondes plus tard, enfouissant son visage dans ses cheveux et murmurant des mots décousus que même lui ne comprenait pas. Après cela, ils restèrent allongés en silence, leurs corps enlacés, leur respiration revenant lentement à la normale. Dimitri se sentait différent, comme si quelque chose de fondamental avait changé dans sa chimie interne. Il lui caressa les cheveux, pensant à des choses auxquelles il n'avait pas pensé depuis longtemps. La compagnie, l'intimité, peut-être, même l'amour. « Tu restes ?» Il posa la question sans réfléchir et le regretta aussitôt. Sa voix semblait empreinte de besoin, de vulnérabilité. Pendant un certain temps, Isadora se blottit contre lui et Dimitri ressentit une paix qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Ils parlèrent à voix basse de choses futiles. Films préférés, voyages, livres. Elle était intelligente, cultivée et avait des opinions bien arrêtées sur l'art et la politique, loin du stéréotype auquel il s'attendait. « Où as-tu étudié ?» demanda-t-il sincèrement curieux. « De cette façon, la vie m'a appris plus que n'importe quelle université. » La réponse fut évasive, mais Dimitri n'insista pas. Chacun avait droit à ses secrets. Ils firent à nouveau l'amour vers 3 heures du matin, plus lentement cette fois, explorant chaque réaction, chaque gémissement, chaque halètement. Dimitri était surpris par sa patience, par sa volonté de prolonger chaque instant. D'habitude, il finissait vite et congédiait les invités. Avec Isadora, il voulait que la nuit dure une éternité. Lorsqu'ils s'endormirent enfin, Dimitri rêva de tempêtes et d'océans, d'une femme aux cheveux noirs marchant vers lui sur l'eau. Il se réveilla juste avant l'aube, avec une étrange sensation dans la poitrine, comme s'il avait perdu quelque chose d'important. Le lit était vide. Dimitri se redressa brusquement et regarda autour de lui. Ses vêtements avaient disparu, il ne restait plus aucune trace de sa présence, à l'exception de la subtile odeur qui flottait encore dans les draps. « Isadora » appela-t-il, sachant instinctivement qu'elle ne répondrait pas. Il se leva nu et arpenta l'appartement. Vide. Elle était partie comme une ombre, sans même laisser une empreinte sur les surfaces qu'elle avait touchées. C'est en rentrant dans la chambre qu'il aperçut le papier sur la commode. Une note manuscrite écrite avec élégance, à l'encre bleue sur du papier crème. « Tu ne te souviens pas de moi, mais je n'ai jamais oublié ce que tu as fait. » Dimitri lut la phrase 3 fois avant que son sens ne commence à se former dans son esprit. Le papier tremblait dans ses mains. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il fouilla dans sa mémoire, essayant de retrouver un souvenir d'Isadora, un contexte pour ces mots. Rien. C'était comme si elle était apparue de nulle part. Un fantasme incarné qui se dissolvait maintenant en une menace voilée. « C'est quoi ce bordel ?» murmura-t-il à la salle vide. Il retourna au lit et s'assit au bord, toujours le mot à la main. Le matin se levait dehors, teintant São Paulo de teintes dorées, mais il ne ressentait aucune beauté pour l'instant. Seul un malaise grandissant le gagnait. Dimitri Valène avait passé 2 décennies à ériger des murs autour de sa vie privée, des compartiments étanches où rien ne fuyait. Ses clients ignoraient ses plaisirs, ses amantes ignoraient ses crimes, sa famille ignorait tout. Mais Isadora semblait le connaître d'une manière qui défiait toutes ces barrières soigneusement construites. « Tu ne te souviens pas de moi, mais je n'ai jamais oublié ce que tu as fait. » Cette phrase résonnait dans son esprit comme un sinistre mantra. Qu'avait-il fait? Combien de personnes avait-il blessées au cours de sa carrière? Combien de familles avaient-elles été déchirées par ses manœuvres juridiques? Combien d'injustices avait-il perpétrées au nom du succès et de l'argent? Dimitri s'était toujours justifié en disant qu'il ne faisait que son travail. Tous les avocats pénalistes défendaient des coupables de temps à autre. Il faisait partie du système. Mais maintenant, avec l'odeur d'Isadora qui flottait encore sur sa peau, ses justifications lui semblaient creuses, pathétiques. Il se leva et alla à la salle de bain, ouvrit la douche et resta sous l'eau chaude pendant de longues minutes, essayant de se débarrasser non seulement de la sueur nocturne, mais aussi du sentiment que sa vie avait changé de manière irrévocable. À sa sortie, il enfila une robe de chambre et se rendit à son bureau. Il alluma son ordinateur et commença ses recherches. Isadora était un nom courant, mais il avait des ressources. Des détectives privés, des contacts dans la police civile, des pirates informatiques.
qui faisait du sale boulot pour des sommes généreuses. Il retrouverait cette femme. Il découvrirait ce qu'elle désirait, quel était son lien avec son passé. Et alors il prendrait les mesures nécessaires pour protéger tout ce qu'il avait construit. Mais dès les premiers contacts et l'organisation de la chasse, Dimitri savait que quelque chose de fondamental avait changé. Pour la première fois depuis des décennies, il avait trouvé quelqu'un qui le faisait se sentir vivant. Et maintenant, cette même personne représentait la plus grande menace pour son existence soigneusement orchestrée. Le téléphone a sonné. C'était Roberto. « Monsieur Valène, j'espère que vous avez apprécié la commande. » Qui est-elle, Roberto? « Monsieur? La femme Isadora, qui est-elle? » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Monsieur, je ne connais aucune Isadora. Ce que nous avions prévu hier a été annulé à la dernière minute. La jeune fille a eu un imprévu. » Dimitri sentit son sang se glacer. « Roberto, une femme est venue hier soir. Brune, yeux clairs, elle a dit s'appeler Isadora. »« Monsieur Valène, je jure sur la vie de ma mère que je n'ai envoyé personne à votre appartement hier. La réunion a été annulée. Vous vous souvenez? Je vous ai même appelé pour vous prévenir, mais je suis tombé sur la messagerie. » L'appel se termina dans un silence total. Dimitri se tenait au milieu de son bureau, son téléphone toujours à la main, essayant de traiter l'information. Isadora n'avait pas été envoyée par Roberto. Elle était arrivée seule. Elle connaissait son adresse, ses habitudes, et avait accès au bâtiment. Et elle connaissait des secrets de son passé dont il ne se souvenait même pas. « Mais qui es-tu » murmura-t-il dans le vide. Dehors, São Paulo s'éveillait à un nouveau jour. Des millions de personnes vaquaient à leurs occupations quotidiennes, poursuivant leurs rêves, menant leurs propres batailles. Mais pour Dimitri Valène, la chasse avait commencé. Et pour la première fois de sa vie, il ne savait plus vraiment qui était le prédateur et qui était la proie. Les 3 jours suivants furent une véritable enquête obsessionnelle. Dimitri annula des réunions, reporta des audiences, ignora les appels de clients importants. Sa secrétaire, Marcia, une quinquagénaire efficace qui travaillait avec lui depuis 10 ans, commença à lui poser discrètement des questions sur son bien-être. « Monsieur Valène, Monsieur Gutiérrez a rappelé. C'est au sujet de l'affaire, de l'entreprise de construction. Il a dit que c'était urgent. » Dimitri ne leva même pas les yeux de son écran d'ordinateur. Il était dans son bureau du centre-ville de São Paulo, un étage entier d'un immeuble commercial de l'Avenida Paulista, entouré d'étagères remplies de livres de droit et de photos de fin d'études témoignant de ses réussites académiques. Mais à cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Une seule chose le hantait. « Reporter, je suis occupé. Monsieur, il a dit que la police fédérale. » J'ai dit que j'étais occupé, Marcia. Le ton sec fit taire la secrétaire. Elle partit avec un soupir inquiet et ferma la porte derrière elle. Dimitri continua de parcourir les bases de données fournies par ses contacts. Acte de naissance, numéro de sécurité sociale, relevé de notes d'emploi. Il chercha une femme prénommée Isadora, susceptible d'avoir un lien avec sa vie. Rien. C'était comme si elle n'existait pas. Son détective privé, un ancien policier nommé Marcelo, l'a appelé plus tard dans l'après-midi avec le même résultat frustrant. « Dimitri, j'ai consulté toutes les bases de données disponibles. Aucune Isadora ne correspond à la description que tu m'as donnée. Femme d'une 30aine d'années, cheveux noirs, yeux clairs, taille moyenne. C'est trop générique. Continuez vos recherches, élargissez votre recherche. Utilisez des noms similaires. Isadora, toutes les variantes. Je l'ai déjà fait. Écoute, tu es sûr que c'est son vrai nom ?» La question frappa Dimitri comme une révélation évidente qu'il avait ignorée par pur désespoir. Bien sûr, Isadora n'était pas son vrai nom. Une femme surgie de nulle part, qui connaissait ses secrets les plus sombres, ne révélerait pas sa véritable identité. « Dimitri, tu es toujours là ?»« Oui. Écoute, Marcelo, j'ai besoin que tu accèdes aux caméras de sécurité de mon immeuble. Mardi soir vers 21h. Je veux voir comment elle est entrée. Cela pourrait prendre quelques jours. Les gestionnaires d'immeubles sont agaçants avec ce genre de choses. Payez ce qu'il faut. J'ai besoin de voir son visage. »« D'accord. Et le nom? Dois-je quand même chercher Isadora ?» Dimitri pensa à la note, aux mots qu'il avait mémorisés. « Tu ne te souviens pas de moi, mais je n'ai jamais oublié ce que tu as fait. Non, changer de sujet. Rechercher des femmes qui ont un lien avec moi.
d'anciennes affaires, des proches de personnes que j'ai poursuivies ou défendues, des victimes, des témoins, n'importe quoi. Ça va être beaucoup de travail. Tu as assez d'ennemis pour remplir un annuaire. Commencez donc par les plus évidentes. L'appel terminé, Dimitri s'adossa à son fauteuil en cuir et se massa les tempes. Il avait raison. Au cours de ses 20 ans de carrière, il s'était fait d'innombrables ennemis, des familles de victimes privées de justice, des procureurs qui l'avaient humilié publiquement, des policiers qui avaient vu de dangereux criminels s'en tirer impunément grâce à ses manœuvres judiciaires. Mais aucun d'eux ne l'avait approché comme Isadora. Aucun d'eux ne l'avait touché, ni dormi dans son lit, ni fait battre son cœur d'un simple regard. L'interphone sonna, interrompant ses pensées. « Monsieur, j'ai un appel pour vous. J'ai dit que c'était personnel. » Dimitri fronça les sourcils. Peu de gens connaissaient son numéro professionnel pour des raisons personnelles. Qui est-ce? Une femme. Elle ne voulait pas être identifiée. Son cœur s'emballa. « Passez-le-moi. » Il y eut un clic, puis une voix qu'il reconnut immédiatement. « Bonjour, Dimitri. » Isadora. Le nom sortit comme un murmure. « J'ai entendu dire que vous posiez des questions sur moi. » Dimitri se redressa sur sa chaise, tous ses sens en alerte. « Comment as-tu eu ce numéro? » « De la même manière que j'ai eu ton adresse, de la même manière que je suis entré dans ta vie. » Elle marqua une pause. « Tu me sous-estimes. Que veux-tu? Parlez-nous en personne. » « Où? » « Il y a une exposition à l'Instituto Moreira Salles, art contemporain brésilien. L'avez-vous vu? » Dimitri le savait. C'était à Poços de Caldas, un lieu raffiné fréquenté par l'élite culturelle de São Paulo. Public, sophistiqué, sûr. Pourquoi là-bas? Parce qu'il y a des choses que tu dois voir. L'appel s'interrompit avant qu'il puisse répondre. Dimitri fixa le combiné, le cœur battant la chamade. Toute sa raison lui criait d'ignorer l'invitation. Isadora était dangereuse, une menace directe pour sa vie soigneusement construite. La meilleure solution serait de couper tout contact et de renforcer sa sécurité personnelle. Mais il savait qu'il le ferait. Le besoin de la revoir, de déchiffrer le mystère qu'elle représentait, était plus fort que tout instinct de survie. Elle avait réveillé quelque chose de fondamental dans son psychisme, éveillé des sentiments qu'il croyait éteints depuis longtemps. Dimitri annula ses rendez-vous du soir et se rendit à Poços de Caldas. L'Instituto Moreira Salles était installé dans un manoir historique restauré, entouré de jardins luxuriants qui contrastaient avec l'architecture moderne des galeries intérieures. C'était un jeudi soir et la foule était au rendez-vous. Intellectuels, artistes, hommes d'affaires aux aspirations culturelles, femmes élégantes discutant d'esthétique en petits groupes. Il la trouva dans la deuxième galerie, debout devant, une série de tableaux qui occupaient un mur entier. Elle portait une robe vert émeraude qui mettait en valeur sa peau dorée, ses cheveux attachés en un chignon bas qui laissait sa nuque nue. Quelques hommes l'observaient discrètement, mais elle semblait complètement absorbée par les œuvres devant elle. Dimitri s'approcha lentement, examinant d'abord les tableaux avant de la regarder. Ce qu'il vit le figea net. C'étaient des portraits de femmes, des dizaines. Des visages crispés par la douleur, des yeux vides, des bouches ouvertes dans des cris silencieux. Mais ce n'était pas seulement la souffrance qui transparaissait sur les toiles. Il y avait aussi de la colère, de la détermination, une force primitive qui émanait des figures peintes. Impressionnant, n'est-ce pas? Dit Isadora sans se retourner, inquiétant. L'artiste s'appelle Helena Cardoso. Elle a commencé à peindre après le meurtre de sa mère. Dimitri sentit une sensation glaciale lui parcourir l'échine. Helena Cardoso? Connaissez-vous le nom? Il étudia son visage de profil, cherchant la moindre trace d'ironie ou de sarcasme. Il n'y découvrit rien d'autre qu'une sérénité troublante. Devrais-je savoir? Isadora se tourna enfin vers lui. Elle était encore plus belle que dans ses souvenirs, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, une dureté qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Helena Cardoso a perdu sa mère à 17 ans. Maria Cardoso a été battue à mort par son compagnon, un homme nommé Augusto Ferreira. Un homme politique influent, riche et connecté à toutes les sphères du pouvoir. Dimitri sentit son estomac se serrer. Le nom d'Augusto Ferreira réveilla des souvenirs enfouis au plus profond de lui. L'affaire a été portée devant le tribunal, mais un événement intéressant s'est produit. Les preuves contre Augusto ont commencé à disparaître. Les témoins ont changé de version.
Les preuves ont été remises en question en raison d'irrégularités dans le processus de collecte. L'avocat de la défense était très compétent. Il savait exploiter la moindre faille technique. Isadora, le nom de l'avocat était Dimitri Valen. Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans un lac silencieux. Dimitri se souvenait maintenant de l'affaire. C'était au début de sa carrière, alors qu'il n'avait pas encore fait ses preuves auprès de clients influents. Augusto Ferreira l'avait payé une fortune pour obtenir son acquittement. Et il avait accompli son travail avec l'efficacité brutale qui allait devenir sa marque de fabrique. « Toi » commença-t-il, mais les mots moururent dans sa gorge. « Je suis Elena Cardozo, la fille de la femme que vous avez contribué à tuer. » Le monde semblait basculer autour de Dimitri. Les voix dans la galerie se réduisirent à un murmure lointain, les couleurs des tableaux à des flous abstraits. Seul le visage d'Elena demeurait net, beau et terrible dans son calme mortel. « Tu as menti sur ton nom. Tu as menti sur qui tu étais, toutes ces années, en prétendant être un homme respectable, un professionnel intègre. Mais je sais qui tu es vraiment. » Dimitri recula d'un pas, cherchant instinctivement une issue de secours. Mais Elena ne fit aucun geste agressif. Elle continua simplement à le fixer de ses yeux orageux. « Que voulez-vous de moi ? Je l'ai déjà dit. C'est ce que tu ressens. » Ressentir quoi? La douleur qu'elle a causée, l'injustice qu'elle a perpétuée, le vide qu'elle a laissé dans la vie d'une jeune fille de 17 ans qui a vu sa mère réduite à l'état de simple statistique judiciaire. Elena se rapprocha de lui et Dimitri sentit son odeur, la même qui imprégnait ses draps 3 jours plus tôt. Sa proximité lui rappela d'autres sensations, ses mains sur sa peau, ses gémissements, dans son oreille, la façon dont il s'était donné à elle cette nuit-là. « As-tu utilisé mon corps pour te venger ? J'ai utilisé ton corps pour atteindre ton âme. Et ça a marché ?» La question était plus vulnérable qu'il ne le souhaitait. Elena sourit, mais son expression était dénuée de joie. « Dis-moi, qu'as-tu ressenti en te réveillant ? » Et en découvrant ma disparition. Dimitri ne répondit pas, mais ils connaissaient tous deux la réponse. Il avait ressenti un sentiment de perte, d'abandon, une tristesse inexplicable qui le hantait depuis des jours. « Pourquoi ne m'as-tu pas tué ?» demanda-t-il. « Si tu voulais te venger, c'était l'occasion idéale. » Parce que la mort serait trop facile, trop rapide. Elena lui toucha légèrement le bras, un geste qui aurait pu paraître intime à un observateur non averti. « Je veux que tu vives avec le poids de ce que tu as fait. Je veux que tu vois le monstre que tu es devenu. J'ai fait mon travail. Tous les avocats, aucun avocat ne fabrique de fausses preuves, aucun avocat n'achète de témoins, aucun avocat ne détruit des familles pour enrichir des meurtriers. » Les accusations le frappèrent comme une gifle. Elles étaient toutes vraies. Dans le cas d'Augusto Ferreira, il avait franchi toutes les limites éthiques qu'il avait juré de respecter après avoir obtenu son diplôme. Mais c'était nécessaire. Le client payait bien et Dimitri devait asseoir sa réputation. « Comment le sais-tu ? J'ai passé 20 ans de ma vie à enquêter sur vous. Je connais chaque affaire sordide que vous avez abordée, chaque vie que vous avez détruite, chaque injustice que vous avez facilitée. » Elena s'écarta de lui et regarda à nouveau les tableaux. « Ce sont les portraits des victimes des hommes que vous avez libérés. Femmes violées, enfants maltraités, familles brisées, tous morts ou disparus après l'acquittement de leurs agresseurs. » Dimitri suivit son regard et vit les tableaux avec un regard nouveau. Ce n'étaient pas de simples expressions artistiques de souffrance. C'étaient de vrais visages, des histoires vraies, des vies bouleversées par son talent professionnel. « Tu es fou. Peut-être. 20 ans de haine peuvent rendre n'importe qui fou. » Elena se tourna à nouveau vers lui. « Mais pas plus fou qu'un homme qui vend son âme pour de l'argent. Je n'ai jamais... » Oui, c'est vrai, et le pire, c'est qu'il ne s'en est même pas rendu compte. C'est arrivé petit à petit, cas après cas, mensonge après mensonge, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de l'homme que tu étais. Dimitri aurait voulu nier, crier qu'elle avait tort, qu'il n'était qu'un professionnel faisant son travail. Mais les mots ne lui venaient pas, car au fond de lui, dans une part de lui-même enfouie depuis longtemps, il savait qu'elle avait raison. « Que t'est-il arrivé ensuite ?» demanda-t-il, changeant de sujet. « Après le procès ?»« Je suis allé vivre chez ma tante à la campagne. J'ai étudié et obtenu mon diplôme de droit, ironiquement. Pour me faire face,
pour comprendre comment fonctionnait le système, comment des hommes comme vous pouvaient dormir paisiblement après avoir protégé des monstres. C'est sûr. Ils restèrent assis en silence quelques minutes, contemplant les tableaux. Dimitri essayait d'assimiler tout ce qu'il avait découvert. La femme qui lui avait donné le sentiment d'être vivant pour la première fois depuis des années était la fille d'une victime de sa propre ambition débridée. « Pourquoi couches-tu avec moi ?» La question lui est venue brusquement. Elena ne parut pas surprise. « Parce que j'ai besoin de te comprendre. Comment tu penses, ce que tu ressens? Ce qui te motive. Et tu l'as découvert. J'ai découvert que tu n'étais pas un monstre. Il y avait encore de l'humanité en toi, enfouie sous des couches de cynisme et de cupidité. Je l'ai vu quand tu m'as touché. » Le souvenir de leur nuit ensemble lui revint en mémoire. L'intensité, la tendresse inattendue, la façon dont il s'était donné à fond. Dimitri réalisa qu'il avait été plus vulnérable avec Elena qu'avec quiconque de toute sa vie d'adulte. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change tout, et ça ne change rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que je sais maintenant que tu es capable de rédemption. Mais je sais aussi que tu devras payer pour ce que tu as fait. Un couple d'âge mûr s'approcha, interrompant la conversation. Ils commencèrent à commenter les tableaux avec l'enthousiasme artificiel typique des vernissages. Elena et Dimitri s'éloignèrent et se dirigèrent vers le jardin. L'air nocturne était frais, parfumé par les fleurs qui entouraient l'institut. Ils s'arrêtèrent près d'une fontaine, le doux bruit masquant leurs paroles aux oreilles indiscrètes. « Que veux-tu de moi ?» répéta Dimitri. « Confession. »« Jamais. Alors nous continuerons notre jeu. »« Quel jeu ?» Elena sourit, et pour la première fois depuis qu'elle s'était révélée, son expression semblait sincère. « Le jeu de la séduction, de la révélation, de te faire tomber amoureux de moi tout en découvrant qui je suis vraiment. Tu es fou si tu penses que je vais tomber amoureuse de quelqu'un qui veut me détruire. Es-tu déjà tombé amoureux ?» Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans le ventre, car ils étaient vrais. Depuis sa disparition, 3 jours, Dimitri n'avait pensé qu'à ça. Pas seulement au sexe, même si c'était extraordinaire, mais à la femme. Tout entière. Son intelligence, sa force, la façon dont elle le défiait intellectuellement. « Tu ne me connais pas. Je te connais mieux que quiconque. Je sais que tu bois du scotch de 30 ans d'âge quand tu es nerveux. Je sais que tu as une cicatrice à l'épaule droite due à une opération chirurgicale subie à 15 ans. Je sais que ta mère est morte d'un cancer quand tu avais 22 ans et que tu ne t'es jamais pardonné de ne pas avoir été là pour ces derniers instants. » Dimitri s'écarta brusquement. « Comment diable sais-tu ça? » « Parce que je t'ai étudié. Chaque aspect de ta vie, chaque traumatisme, chaque motivation. J'avais besoin de comprendre l'homme qui a détruit ma famille. Et qu'as-tu découvert? Tu as commencé. Comme idéaliste, tu voulais utiliser la loi pour faire justice. Mais l'ambition a corrompu tes principes, et maintenant tu ne te souviens même plus qui tu étais avant. » Elena s'approcha de nouveau de lui, mais cette fois, ses mouvements ne trahissaient aucune menace. Seule une profonde tristesse le touchait d'une manière inexplicable. « Je ressens encore ta mère, Dimitri, dans ta façon de toucher une femme comme si elle allait se briser, dans ta façon d'éviter de parler de tes sentiments. Tu n'as jamais surmonté sa perte. Arrête. C'est pour ça qu'il est devenu si dur, si froid, pour ne plus jamais ressentir cette douleur. » J'ai dit « stop ». Mais Elena ne s'arrêta pas. Elle lui toucha doucement le visage, le même geste intime qu'elle avait fait la première nuit. « Ta mère aurait honte de l'homme que tu es devenu. » La phrase lui transperça la poitrine comme une lame. Dimitri lui saisit le poignet fermement, les yeux brillants de colère. « Tu n'as pas le droit? J'en ai parfaitement le droit. Tu as tué ma mère par cupidité. Maintenant, je vais te rappeler la tienne. » Ils restèrent ainsi de longues secondes, les mains jointes dans un mélange de violence et d'intimité. Dimitri sentait son pouls s'emballer sous ses doigts. Il lisait l'éclat de défi dans ses yeux. « Pourquoi me fais-tu ça? Parce qu'il faut choisir. » Choisir quoi? Que tu veuilles continuer à être l'homme que tu es devenu, ou que tu veuilles essayer de retrouver celui que tu étais. Elena se libéra de son emprise et commença à s'éloigner. Il y a un bar rue Augusta, le Bourbon Street, vendredi à 22 heures, si tu veux continuer notre conversation. Et si je n'y vais pas? Elle s'arrêta et regarda par-dessus son épaule. Alors nous saurons que l'homme que ta mère a élevé est définitivement mort.
Dimitri se tenait seul dans le jardin, bercé par le parfum des fleurs et le doux murmure de la fontaine. Au loin, il entendait les voix de l'exposition, les gens discutant d'art et de beauté, tandis qu'il affrontait la vérité la plus horrible de son existence. Elena Cardozo était entrée dans sa vie comme une tempête, remettant en question toutes ses convictions. Et pire encore, il désirait la revoir, même s'il savait que chaque rencontre était comme jouer avec le feu. Vendredi soir, rue Bourbon. Il savait qu'il allait partir, tout comme il savait qu'il courait à sa perte. Mais pour la première fois depuis 20 ans, Dimitri Valène ne pouvait plus se fuir. Dimitri arriva à Bourbon Street à 21h45, soit un quart d'heure avant l'heure convenue. Le bar était situé en plein cœur d'Augusta, cette artère trépidante de la vie nocturne de São Paulo. Les néons des différents établissements créaient un kaléidoscope urbain sur les trottoirs mouillés par la pluie fine tombée dans l'après-midi. Bourbon Street était l'un de ces endroits qui cherchaient à recréer l'atmosphère de la Nouvelle-Orléans en plein cœur de São Paulo. Briques apparentes, éclairage jaunâtre, du jazz doux diffusé par les enceintes, des serveuses habillées comme si elles étaient dans le quartier français. Dimitri commanda un double whisky et s'assit à une table au fond d'où il pouvait voir l'entrée. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'il porta son verre à ses lèvres. Depuis 2 jours, depuis leur rencontre à la galerie, il était dans un état d'agitation constant. Il dormait mal, mangeait peu et avait annulé d'autres engagements professionnels. Marcia, sa secrétaire, lui avait discrètement suggéré qu'il avait peut-être besoin de vacances. Si elle connaissait la véritable raison de son état, elle lui recommanderait un psychiatre. Dimitri revivait avec obsession chaque mot de sa conversation avec Elena. La façon dont elle avait disséqué sa personnalité, comme si elle avait accès aux archives secrètes de son âme. La révélation qu'elle avait consacré 20 ans de sa vie à l'étudier, à comprendre ses motivations les plus profondes, et surtout, la façon dont elle l'avait touché, le faisant se sentir à la fois exposé et désiré. Elena Cardozo. Maintenant qu'il connaissait son vrai nom, il avait fait des recherches sur elle. Diplômée en droit de l'USP, spécialisée en droit de l'homme, elle avait travaillé quelques années comme procureure dans des villes de l'intérieur. Puis, mystérieusement, elle avait abandonné sa carrière juridique pour se consacrer à l'art. Ses expositions étaient rares, toujours axées sur des thèmes sociaux, notamment la violence faite aux femmes et l'impunité dans le système judiciaire. C'était comme si elle avait construit toute sa vie d'adulte autour de l'injustice qu'il avait contribué à perpétuer. Il était 5h10 lorsqu'elle apparut. Dimitri la vit avant qu'elle ne le remarque, et pendant un instant, il put l'observer sans se faire remarquer. Elena portait un col roulé noir et un jean qui mettait à ses courbes en valeur. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules, son maquillage était discret, et elle avait une élégance naturelle qui faisait paraître artificielle toutes les autres femmes présentes dans le bar. Elle scruta la pièce du regard jusqu'à ce qu'elle le trouve. Elle sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, et s'avança vers lui avec cette grâce féline qu'il avait déjà mémorisée. « Je pensais que tu ne viendrais pas. » Elena s'assit en face de lui et posa un petit sac en cuir sur la table. « J'ai pensé la même chose. Mais nous y sommes. Nous y sommes. » Dimitri fit signe à la serveuse qui s'approcha avec un sourire professionnel. Elena commanda une caipirinha. Il commanda un double whisky. Ils restèrent assis en silence jusqu'à l'arrivée de leur boisson, s'observant comme 2 joueurs d'échecs, évaluant les pièces sur l'échiquier. « Tu as fait des recherches sur moi, » dit Elena. Une affirmation, pas une question. « Comment? Le savais-tu? Parce que je ferais pareil. » Elle but une gorgée de caipirinha en grimaçant. Trop sucré. J'oublie toujours que les bars de São Paulo ne savent pas faire les caipirinhas correctement. Où as-tu grandi? Dans l'arrière-pays de Bahia, une petite ville où tout le monde se connaît. Ma tante tenait un bar sur la place principale. Elena sourit, cette fois avec une nostalgie sincère. J'aidais à préparer des caipirinhas pour les touristes qui venaient le week-end. J'ai appris que la cachaça doit être bonne et le sucre juste comme il faut. L'image d'Elena adolescente, travaillant dans un bar de campagne, contrastait fortement avec la femme sophistiquée qu'il avait connue. Dimitri essayait de l'imaginer à 17 ans, orpheline, perdue, essayant de reconstruire sa vie après la tragédie. « Comment es-tu arrivé jusqu'à moi? Avec de la patience, beaucoup d'argent et quelques contacts que je préfère taire.
Des contacts? Des personnes qui ont également été blessées par les hommes que vous avez libérés. Il existe tout un réseau de victimes qui se connaissent et partagent des informations. Cette révélation le glaça. Dimitri n'aurait jamais imaginé que ses actes auraient des conséquences aussi organisées et durables. Combien de personnes? Et tu veux vraiment savoir? Il hocha la tête, même si une partie de lui préférait rester ignorant. 63 familles, directement. Des personnes qui ont perdu des proches à cause des criminels que vous avez défendus sont retournées dans la rue et ont commis de nouveaux crimes. Ce chiffre lui fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. 63 familles, des centaines de personnes dont la vie avait été bouleversée par son expertise professionnelle. Vous ne pouvez pas me tenir responsable de... Pourquoi? Parce que tu faisais juste ton boulot? Elena se pencha par-dessus la table, approchant son visage du sien. Tu as fabriqué des preuves, Dimitri. Tu as acheté des témoins. Tu as menacé des victimes. Ce n'est pas du travail. C'est de la complicité. Comment le sais-tu? Elena ouvrit son sac à main et en sortit un petit enregistreur numérique. Elle le posa sur la table entre elles. Augusto Ferreira n'est pas mort en prison comme on le pense. Il est mort en liberté, dans une ferme de l'intérieur de l'État de Guayas, entouré de luxe et d'impunité. Mais avant de mourir, il a tout avoué. Dimitri fixa l'appareil. Tout? Comment vous l'avez aidé à échapper à la justice? Les méthodes que vous avez utilisées, les pots de vin, les menaces. Tout a été enregistré avec des détails que vous seul connaissiez. Cela ne prouve rien. Un mourant peut tout dire. Oui, mais il a aussi remis des documents, des preuves de virements bancaires, des contrats signés au nom de faux témoins. Elena toucha l'enregistreur du bout du doigt. Et il y a plus. D'autres affaires, d'autres clients qui ont décidé d'avouer avant de mourir. Dimitri sentait son monde tourner autour de lui. Si Elena possédait vraiment tout ça, cela pourrait le détruire complètement. Non seulement sa carrière, mais aussi sa liberté. Il pourrait passer le reste de sa vie en prison. Pourquoi n'as-tu pas tout remis à la police fédérale? Parce que ce serait trop facile. Vous seriez arrêté, jugé, condamné. Mais vous ne comprendriez pas pourquoi vous êtes puni. Vous continueriez à vous considérer comme une victime du système. Et tu veux que je comprenne. Je veux que tu ressentes le poids de chaque vie que tu as contribué à détruire. Elena rangea l'enregistreur dans son sac et se laissa aller dans son fauteuil. Son visage exprimait un mélange complexe de satisfaction et de tristesse. Il y a autre chose que tu dois savoir. Quoi? Augusto Ferreira n'a pas été le dernier. Après sa libération, il a tué 3 autres femmes. Toujours selon le même schéma, coup violent, tentative de maquiller l'incident en accident domestique. Dimitri ferma les yeux. 3 femmes mortes parce qu'il avait trop bien fait son travail. 3 familles déchirées parce que son ambition avait parlé plus fort que sa conscience. Connaissiez-vous ces femmes? L'une d'elles était ma meilleure amie de lycée. Elle a épousé Augusto 2 ans après qu'il ait tué ma mère. Ça a duré 6 mois. La voix d'Elena était basse, lourde de douleur. Elle m'a appelé une semaine avant sa mort. Elle m'a dit qu'elle avait peur qu'il la battait. Je lui ai demandé de partir, je lui ai proposé mon aide. Elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas, qu'il avait menacé de tuer toute sa famille si elle tentait de s'échapper. Hélène. Vous voulez savoir comment elle est morte? Frappée à coups de marteau. Augusto a dit à la police qu'elle était tombée dans les escaliers. L'expertise médico-légale a été malmenée, comme d'habitude. Affaire classée. Dimitri ouvrit les yeux et vit des larmes couler sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes d'apitoiement mais de rage pure et concentrée. C'est pour ça que tu as fait ces peintures. Chaque visage que j'ai peint représente une vraie victime. Des femmes mortes parce que des hommes comme vous pensent qu'à ce que l'argent peut acheter l'impunité. Ils restèrent assis en silence quelques minutes. Le jazz continuait de jouer doucement, les gens autour d'eux discutaient et riaient, inconscients du drame qui se jouait à cette table au fond du bar. Dimitri essayait de traiter tout ce qu'il avait entendu, mais son esprit semblait incapable d'absorber l'ampleur de sa culpabilité. « Que veux-tu de moi ?» demanda-t-il finalement. « Je te l'ai déjà dit, tu avoues. Et puis ? Alors, tu paies pour ce que tu as fait. Prison, entre autres choses. » Dimitri vida le reste de son whisky d'un trait, sentant l'alcool lui brûler la gorge. « Et si je dis non ?
Alors je rends public tout ce que je possède. Enregistrements, documents, témoignages. Votre vie devient un enfer, mais vous continuez à vous considérer comme une victime. Tu me fais du chantage. J'offre une chance de rédemption. Quelle est la différence? Elena se pencha à nouveau, mais cette fois son geste était doux, presque intime. La différence, c'est que si tu te confesses volontairement, je crois qu'il y a encore du salut pour ton âme. Et est-ce que ça compte pour toi? Cela compte plus que cela ne devrait. Sa réponse le surprit. Il y avait quelque chose dans sa voix. Une vulnérabilité qui ne correspondait pas à l'image qu'elle s'était forgée de vengeresse. Impitoyable. Pourquoi? Parce que la nuit que nous avons passée ensemble, tu étais différent, doux, vulnérable. J'ai vu l'homme que tu aurais pu être si tu n'avais pas choisi la facilité. Dimitri se souvenait de cette nuit avec une douloureuse clarté, de la façon dont il s'était donné entièrement, comme si Elena avait pu le guérir de blessures dont il ignorait l'existence. Tout était-il calculé, chaque geste, chaque mot. Ça a commencé comme ça, mais ça ne s'est pas terminé comme ça. Qu'est-ce que cela signifie? Elena hésita pour la première fois depuis leur rencontre. Elle but une nouvelle gorgée de caipirinha, affichant une nouvelle grimace de dégoût. Cela signifie que je ne m'attendais pas à ressentir ce que j'ai ressenti. Et qu'as-tu ressenti? Connexion, véritable intimité. Pour la première fois en 20 ans, j'ai oublié pendant quelques heures que tu étais mon ennemi. Cette confession créa une atmosphère de tension érotique entre eux. Dimitri se souvenait de son corps sous le sien, de la façon dont elle avait gémi son nom, de la façon dont elle s'était accrochée à lui comme si elle allait se noyer. Et maintenant, je suis perdu, partagé entre la femme qui a planifié sa vengeance pendant 2 décennies et celle qui a découvert qu'il était possible de ressentir quelque chose pour soi. Dimitri tendit la main par-dessus la table et la toucha. Elena ne s'écarta pas, mais il sentit ses muscles se tendre. « Elena, ne dis pas que tu es désolée, pas encore. Tu ne comprends même pas vraiment pourquoi tu devrais t'excuser. Alors aide-moi à comprendre. » Elena tourna la main et entrelaça ses doigts avec les siens. Le geste était étonnamment intime, empreint d'une tendresse qui contrastait avec la dureté de ses paroles. « Veux-tu vraiment comprendre? Ou veux-tu juste dire ce que tu penses que j'ai envie d'entendre? Je veux comprendre. Alors viens avec moi. » Elena se leva, paya l'addition et se dirigea vers la sortie. Dimitri la suivit, se sentant comme un homme marchant vers son propre jugement. Dehors, Augusta était animée par la vie nocturne. Des groupes de jeunes passaient en riant. Des couples se tenaient la main, des mendiants mendiaient au coin des rues. Elena se mit en route, et Dimitri la suivit en silence. « Où allons-nous » ? Vers un endroit où vous pouvez voir les conséquences de vos choix. Ils marchèrent 15 minutes jusqu'à atteindre un quartier plus délabré du centre-ville. De vieux bâtiments, certaines fenêtres éclairées, d'autres complètement obscures. Elena s'arrêta devant un immeuble qui avait connu des jours meilleurs. « Ma mère vivait ici quand elle a été tuée. » Elena leva les yeux vers les fenêtres du 3e étage. Appartement 307. 2 petites chambres, une salle de bain, une cuisine à peine assez grande pour une personne. Dimitri suivit son regard. Il essaya d'imaginer Elena enfant courant dans les couloirs étroits, une famille simple essayant de se construire une vie décente. Elle travaillait comme domestique. 3 maisons par semaine, elle gagnait peu, mais elle parvenait toujours à subvenir à mes besoins dignement. Elena toucha la porte vitrée de l'immeuble. Augusto Ferreira l'a rencontrée à une fête de la Saint-Jean. Du charme, de l'argent, des promesses. Ma mère pensait avoir trouvé le prince charmant. Et toi, qu'as-tu pensé de lui? J'avais 17 ans. Je pensais que tout homme qui traitait bien ma mère était un héros. Elena rit amèrement. Au début, il semblait vraiment différent. Il nous apportait des fleurs, nous invitait à dîner dans des restaurants chics et nous promettait une meilleure maison. Ils recommencèrent à marcher, cette fois vers un petit parc faiblement éclairé. Quand la violence a-t-elle commencé? 3 mois après son emménagement, la première fois, c'était une gifle parce qu'elle avait brûlé le dîner. Il s'est excusé plus tard, a pleuré, a dit qu'il était stressé par le travail. Ma mère lui a pardonné. Dimitri connaissait le schéma. Il l'avait observé dans des dizaines de cas similaires. Le cycle de la violence conjugale, toujours
Plus intense, toujours source d'excuses. La deuxième fois, c'était un coup de poing dans le ventre, car elle lui avait demandé où il était allé en retard. La troisième fois, c'était une poussée qui lui a cogné la tête contre le mur. Elena s'arrêta et le regarda. « Tu veux que je continue ? Ce n'est pas nécessaire. Je dois le faire, parce que tu dois comprendre que tous les coups qu'elle a reçus après son acquittement auraient pu être évités. » Il était assis sur un banc du parc. Une fontaine, au centre, ruisselait irrégulièrement, et le bruit résonnait dans le silence de la nuit. La dernière fois que j'ai vu ma mère vivante, son visage était si enflé qu'elle pouvait à peine ouvrir les yeux. Elle m'a supplié de ne pas aller à la police, disant qu'Augusto avait promis de se faire soigner, que les choses iraient mieux. Pourquoi ce n'était pas comme ça? Parce que j'étais jeune et stupide. Je la croyais. Je pensais que son amour pour lui serait plus fort que la violence. Elena posa la tête sur son épaule, un geste qui le surprit par son intimité. 2 jours plus tard, il l'a tuée. Dimitri sentit le poids des mots peser sur sa poitrine. Il entoura Elena de son bras et elle ne résista pas. « Comment as-tu su que c'était un meurtre ?» D'après l'autopsie, blessures incompatibles avec une chute accidentelle, traces de doigts sur le cou, contusion défensive sur les bras. Elle s'est battue pour survivre. Elena se mit à pleurer en silence, des larmes brûlantes qui trempèrent la chemise de Dimitri. Il la serra plus fort dans ses bras, ressentant un mélange de culpabilité et de protection qu'il ne savait comment gérer. C'est alors que j'ai décidé d'étudier le droit. Je voulais comprendre comment Augusto avait réussi à échapper à la justice. Je voulais me préparer à l'affronter un jour. Mais il est mort avant cela. Oui, cancer. Ironiquement, une mort plus douce que celle qu'il méritait. Elena s'écarta de lui et s'essuya les yeux. Mais tu étais toujours en vie, et tu avais été l'artisan de son impunité. Dimitri cherchait les mots pour exprimer ce qu'il ressentait, mais rien ne suffisait. Les excuses semblaient insuffisantes, les justifications pathétiques. Elena, Chut. Elle posa un doigt sur ses lèvres. Ne dis rien pour l'instant. Ressens, c'est tout. Ils restèrent assis en silence pendant de longues minutes. Dimitri observait son visage dans la faible lumière des lampadaires, voyant non seulement la femme qui l'avait séduit, mais aussi l'orpheline qui avait consacré sa vie entière à la quête de justice. « Puis-je te demander quelque chose ?» me demanda-t-il finalement. « Il le peut. Pourquoi m'as-tu abordé comme ça? Pourquoi ne m'as-tu pas affronté dès le début ?» Elena sourit tristement. « Parce que je voulais que tu ressentes ce que ma mère a ressenti. Je ne comprends pas. Elle est tombée amoureuse d'Augusto avant de découvrir qui il était vraiment. Quand la vérité a éclaté, l'amour l'a empêché de s'enfuir. » Elena lui toucha doucement le visage. « Je voulais que tu vives la même expérience, que tu tombes amoureux de moi avant de découvrir qui j'étais. » Et ça a marché? À vous de me dire. Dimitri la regarda dans les yeux et y vit son âme se refléter. Malgré tout, la manipulation, les mensonges, la menace qu'elle représentait, il ne pouvait nier qu'il était tombé amoureux. Non seulement de la femme mystérieuse qui l'avait séduit, mais de la personne complexe qu'elle s'était révélée être. Oui, ça a marché. Alors maintenant, tu comprends le dilemme de ma mère. Ce que c'est que d'aimer quelqu'un qui peut te détruire. Elena se leva et retourna vers la rue principale. Dimitri la suivit, perdu dans ses pensées. Arrivée à Augusta, elle s'arrêta et se tourna vers lui. « J'ai quelque chose à te montrer, chez moi. »« Quoi ?»« Le dossier complet. Tout ce que j'ai pu rassembler sur vous en 20 ans. Pourquoi ? Parce que je veux que tu vois l'ampleur de ce que tu as fait, et parce que je veux que tu fasses un choix éclairé. Entre quoi ? Entre continuer à être qui vous êtes, ou essayer de devenir qui vous auriez pu être. » Elena appela un taxi. Pendant le trajet jusqu'à son appartement de Pinheiros, ils restèrent silencieux, perdus dans leurs pensées. Dimitri regardait les lumières de la ville défiler devant la fenêtre, se rappelant à quel point sa vie avait basculé en quelques jours. L'appartement d'Elena était étonnamment confortable. Le mobilier était simple, mais de bon goût. Les plantes étaient omniprésentes et les murs étaient recouverts de tableaux. Certains de ses œuvres, d'autres d'artistes locaux. Il n'y avait aucune trace de la vengeance obsessionnelle qu'elle cultivait depuis 2 décennies. « Un café ?» demanda-t-elle en se dirigeant vers la cuisine. « S'il te plaît. » Pendant qu'Elena préparait le café,
Dimitri examinait les tableaux au mur. Ils représentaient tous des femmes, mais pas tous l'expression de la douleur. Certains reflétèrent la force, la résilience, le dépassement de soi. « Tu peins très bien. »« Merci. L'art m'a sauvé de la folie. » Elena revint avec 2 tasses de café et le conduisit dans un petit bureau. Les murs étaient couverts de dossiers, de photos, de coupures de journaux. C'était comme une carte détaillée de la vie professionnelle de Dimitri. « Mon Dieu !» murmura-t-il, prenant conscience de l'ampleur de l'enquête. 20 ans de travail, chaque affaire, chaque client, chaque manœuvre juridique douteuse. Elena désigna un passage précis. Il y a les victimes collatérales, ceux qui sont morts ou ont disparu après le retour dans la rue des criminels que vous avez défendus. Dimitri s'approcha et vit des dizaines de photos, des visages souriants, brisés par la violence, des histoires de vie réduites à des statistiques judiciaires. Comment as-tu eu tout ça? Détectives privés, pirates informatiques, anciens policiers mécontents du système, avec une cause. Juste et des ressources suffisantes, les informations viendront. Elena ouvrit un épais dossier et le posa sur le bureau. C'est vous, Dimitri Valène. Toute votre carrière est documentée, du premier au dernier cas. Dimitri feuilleta le dossier d'une main tremblante. C'était sa vie professionnelle décortiquée avec une précision chirurgicale. Chaque engagement éthique qu'il avait violé, chaque limite qu'il avait franchie, chaque vie qu'il avait contribué à détruire. Pourquoi me montres-tu ça? Parce que demain, je remettrai tout ça au parquet. À moins que tu n'avoues volontairement. Et si j'avoue? Tu seras toujours jugé, tu paieras toujours pour tes crimes. Mais peut-être seulement, ton âme trouvera-t-elle un peu de paix. Dimitri ferma le dossier et regarda Elena. Elle se tenait près de la fenêtre, observant la ville en contrebas. Et nous? Que nous arrive-t-il? Je ne sais pas, cela dépend de qui tu choisis d'être désormais. Dimitri s'approcha d'elle par derrière et posa ses mains sur ses épaules. Elena se tendit, mais ne s'écarta pas. « Je t'aime. » Les mots étaient sortis avant qu'il puisse les filtrer. « Je sais. Et toi, tu ressens quelque chose pour moi ?» Elena se retourna lentement. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je me sens plus que je ne devrais. Plus que ce qui est raisonnable. Plus que ce qui est juste pour la mémoire de ma mère. » Dimitri l'embrassa alors, désespérément, comme s'il pouvait absorber sa douleur et la transformer en quelque chose de différent. Elena répondit avec la même intensité, ses mains s'accrochant à lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde en ruine. Lorsqu'ils se séparèrent, ils étaient tous les deux haletants. « Ça ne change rien, » murmura Elena. « Cela change tout. Tu dois encore avouer. Et si j'avoue, est-ce que je peux encore t'avoir ?» Elena toucha son visage avec une tendresse infinie. « D'abord, tu dois découvrir qui tu es vraiment. Ensuite, nous verrons si cette personne mérite d'être aimée. » Il était presque 3 heures du matin lorsque Dimitri quitta l'appartement d'Elena. Elle lui avait donné 24 heures pour prendre sa décision. Aveu volontaire ou dénonciation publique, rédemption ou destruction. En rentrant chez lui, Dimitri savait qu'il avait atteint un moment décisif de sa vie. Pour la première fois depuis des décennies, il avait la possibilité de choisir entre le bien et l'opportun, entre sauver sa carrière et sauver son âme. Et pour la première fois, je n'étais pas sûr du choix que j'allais faire. Dimitri n'arrivait pas à dormir. Allongé dans son lit king-size, les yeux rivés au plafond, les paroles d'Elena résonnant dans son esprit comme un mantra torturant. 24 heures, aveux volontaires ou dénonciation publique, rédemption ou destruction. À 5 heures du matin, il renonça à dormir. Il se leva, enfila un peignoir et alla à la cuisine préparer du café. Ses mains tremblaient, tandis qu'il manipulait la machine à expresso italienne qui avait coûté plus cher que le salaire mensuel de nombreux Brésiliens. Tout dans son appartement reflétait la réussite, une vie bâtie sur des choix qui semblaient désormais pourris à la racine. Le café était amer, mais il le but quand même. Il avait besoin de caféine pour réfléchir clairement. 20 ans, de carrière, une réputation bâtie pierre par pierre, des contacts valant des millions. Tout cela disparaîtrait si Elena mettait sa menace à exécution. Mais pour la première fois depuis des décennies, Dimitri s'est demandé si cette vie valait vraiment la peine d'être préservée. Le téléphone sonna à 7 heures du matin. Dimitri hésita avant de répondre.
craignant qu'il ne s'agisse d'Helena avec un nouvel ultimatum. Mais la voix qu'il entendit était celle de Marcia, sa secrétaire. « Monsieur Valène ? Désolé de vous appeler si tôt, mais nous sommes dans une situation urgente. » « Quelle situation ? » « Un nouveau client, très influent. Il souhaite vous rencontrer aujourd'hui. » Dimitri se massa les tempes. C'était la dernière chose dont il avait besoin en ce moment. « Reporte à la semaine prochaine. » « Monsieur, il a dit que c'était à propos de l'affaire Ferreira. » Ce nom frappa Dimitri comme un éclair. Augusto Ferreira était mort. Depuis 5 ans. Que diable voulait-on dire de lui? Qui est le client? Giles s'est présenté comme Monsieur Montenegro. Il a dit que vous comprendriez l'urgence de la situation. Montenegro. Le nom lui était familier, mais Dimitri ne parvenait pas à le retrouver. Quelle est l'adresse? Il a demandé à le rencontrer au Copacabana Palace à Rio. Il a dit qu'il enverrait un jet privé pour le récupérer. Jet privé. Palais de Copacabana. Quel? Que soit ce Montenegro, il avait suffisamment d'argent et d'influence pour convaincre Dimitri d'envisager l'offre. Surtout à un moment où sa carrière ne tenait qu'à un fil. Accepté, mais je veux tous les détails sur cet homme avant d'embarquer. Je m'en occupe déjà. Le jet m'attendra à 14 heures dans le hangar de l'aviation d'affaires. Dimitri raccrocha et regarda par la fenêtre panoramique. São Paulo s'éveillait à un autre jour, inconscient du drame qui se déroulait dans sa vie. C'était peut-être l'occasion de s'évader quelques heures, de prendre le temps de réfléchir à une stratégie. Ou peut-être que c'était juste une façon de retarder l'inévitable. Il passa la matinée à essayer de se concentrer sur son travail, mais ses pensées revenaient sans cesse à Helena. La façon dont elle l'avait touché, dont elle avait pleuré dans ses bras, dont elle lui avait avoué ses sentiments pour lui. Il y avait quelque chose de sincère dans ses larmes, une vulnérabilité qui contrastait avec la froideur calculée de sa vengeance. À 11 heures du matin, Marcia a appelé avec des informations sur le Montenegro. J'ai obtenu quelques informations de base. Ricardo Montenegro, 62 ans, entrepreneur immobilier. Sa fortune est estimée à 2 milliards de réaux. Il n'a jamais été poursuivi, mais des rumeurs circulent concernant des liens avec le blanchiment d'argent. Et le lien avec Augusto Ferreira? Ils étaient partenaires dans certaines entreprises dans les années 90. Après l'arrestation de Ferreira, Montenegro a repris toutes les affaires. Dimitri commençait à comprendre. Ferreira n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il y avait d'autres hommes, d'autres crimes, d'autres victimes. Et si Montenegro le recherchait, cela signifiait que des ennuis se profilaient à l'horizon. Il y a encore une chose, monsieur. J'ai trouvé une référence à une affaire déposée en 1998. 3 filles ont disparu d'une entreprise de construction appartenant à Montenegro et Ferreira. L'estomac de Dimitri se serra. 3 filles, mineuses. Le genre de crime qui souille l'âme de quiconque le touche. Détail? Peu d'informations. L'affaire a été classée sans suite faute de preuves. Mais Marcia hésita. Mais quoi? L'avocat qui représentait le Montenegro à l'époque, c'était vous. Dimitri raccrocha et resta planté au milieu de son bureau, essayant d'accéder à des souvenirs enfouis au plus profond de lui. C'était en 1998. Il débutait sa carrière, cherchant désespérément de gros clients. Il se souvenait vaguement de Montenegro, un petit homme chauve aux petits yeux cruels. Quelque chose en lui dérangeait Dimitri. Mais l'argent avait été plus important. 3 filles disparues. Dimitri essayait de se souvenir des détails, mais c'était comme essayer d'attraper de la fumée avec ses mains. Il avait refoulé ce souvenir pour de bonnes raisons. À 2 heures de l'après-midi, il était dans le hangar de l'aviation d'affaires, embarquant à bord d'un Learjet qui le conduirait à Rio en moins d'1 heure. Pendant le vol, il essayait de se préparer pour la réunion, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à Helena. Son ultimatum expirerait dans quelques heures et il s'envolait au lieu de prendre une décision. Le Copacabana Palace était un hôtel emblématique du Brésil, fréquenté par des célébrités et des millionnaires du monde entier. Montenegro avait réservé une suite présidentielle au dernier étage, avec vue panoramique sur la plage la plus célèbre du Brésil. Dimitri fut accueilli par 2 agents de sécurité qui le conduisirent à sa suite. Montenegro était sur le balcon,
observant la plage à la jumelle. Lorsqu'il se tourna pour saluer Dimitri, ce dernier se souvint immédiatement de lui. Dimitri Valène, l'avocat qui m'a sauvé la vie. Montenegro paraissait plus vieux, plus fragile, mais ses yeux contenaient toujours la même cruauté dont Dimitri se souvenait. « Monsieur Montenegro, ça fait un bail ?»« 25 ans. Mais qui compte, hein ?» Montenegro fit signe à Dimitri de s'asseoir dans un fauteuil en cuir. « Du champagne? Je préfère le whisky. » Bien sûr, un homme de goût raffiné. Montenegro servit les boissons et s'installa dans un fauteuil en face. « J'imagine que vous êtes curieux de connaître la raison de mon appel. » J'avoue que oui. Augusto Ferreira, notre cher ami. Apparemment, il a trop parlé avant. De mourir. Dimitri sentit son sang se glacer. Parler de quoi? À propos de nos anciennes relations d'affaires, à propos de certaines irrégularités survenues dans les années 90, à propos de la façon dont vous nous avez aidés à résoudre des problèmes délicats. Monsieur Montenegro, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne sois pas modeste, Dimitri. Tu as sauvé mon entreprise, ma liberté, ma vie. Montenegro but une gorgée de champagne. Mais maintenant, on a un problème. Quel problème? Montenegro s'approcha d'une table basse et prit un dossier. Il le tendit à Dimitri qui l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des photos d'Elena entrant et sortant de bâtiments, parlant à des gens, visitant des lieux. Il y avait aussi des transcriptions de conversations téléphoniques, des rapports d'enquête, des documents détaillant chacun de ses faits et gestes au cours des dernières semaines. Vous enquêtez sur Elena Cardoso? Pas seulement enquêter, protéger nos intérêts. Montenegro se rassit. Elle représente une menace non seulement pour vous, mais aussi pour moi. Comme ça, les aveux d'Augusto avant sa mort, il ne se limitait pas au cas de sa femme. Il parlait d'autres choses, des affaires que nous faisions ensemble, des choses qui pourraient me valoir une peine de prison à vie. Dimitri continua de feuilleter le dossier. Il y avait des photos d'Elena dans son appartement, d'autres à l'institut où se tenait l'exposition, d'autres encore au bar où ils s'étaient rencontrés la veille. Vous la suivez? Il y a 2 semaines, depuis qu'on a découvert qu'elle avait des enregistrements d'Augusto. Comment l'as-tu découvert? Montenegro sourit, mais son expression était dénuée d'humour. J'ai des contacts partout. Quand quelqu'un enquête sur des personnes importantes, je le sais. Dimitri ferma le dossier, pris de nausée. Que veux-tu? Puissiez-vous convaincre votre petite amie d'oublier son obsession pour la justice? Puissiez-vous détruire toutes les preuves qu'elle a rassemblées? Et si elle n'accepte pas? Nous devrons alors prendre des mesures plus drastiques. La menace planait dans l'air comme un nuage toxique. Dimitri regarda Montenegro et vit un homme prêt à tout pour protéger ses secrets. Vous, menacez de la tuer. J'offre une solution civilisée à un problème qui profite à nous tous. Elle ne l'acceptera pas. Elle a passé 20 ans de sa vie à planifier ça. Alors tu devras être plus persuasif. Montenegro se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il y a une autre option, bien sûr. Tu peux choisir de te ranger de son côté. Mais dans ce cas, vous devrez tous les deux en assumer les conséquences. Taïsi, quelles conséquences? Un accident tragique, un vol qui a mal tourné, une overdose. San Paolo est une ville dangereuse, Dimitri. Des choses terribles arrivent tous les jours. Dimitri sentit la colère monter en lui. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un menaçait directement un être cher et le sentiment était insupportable. Tu ne la toucheras pas. C'est à toi de voir. Montenegro retourna à sa chaise et ouvrit une bouteille de vin. J'ai une proposition à vous faire. Convainquez Elena de détruire les preuves et je vous paierai 10 millions de dollars. Moitié pour vous, moitié pour elle. Assez d'argent pour commencer une nouvelle vie n'importe où dans le monde. Et si nous refusons? Demain, vous apparaîtrez tous les deux dans les journaux comme victimes d'un crime brutal. Malheureusement, la police ne retrouvera jamais les meurtriers. Dimitri but le reste de son whisky d'un trait, essayant de gagner du temps pour réfléchir. Montenegro avait des ressources illimitées, des relations puissantes, la capacité à de tout faire disparaître. S'il voulait tuer Elena, il pourrait probablement le faire. Pourquoi ne résous-tu pas ça toi-même? Pourquoi as-tu besoin de moi? Parce qu'elle te fait confiance. Elle est amoureuse de toi. Toi seul peux la convaincre de renoncer à sa vengeance. Et si je ne peux pas,
Alors vous devenez aussi un problème qui doit être résolu. Monténégro se leva et tendit la main. Vous avez jusqu'à demain midi pour me répondre. Après cela, je ne pourrai plus garantir la sécurité de quiconque. Le vol de retour vers São Paulo fut une véritable torture. Dimitri regardait, par le hublot, les lumières de la ville se rapprocher, sachant que chaque minute qui passait le rapprochait d'une décision impossible. Helena ou Monténégro, amour ou survie, rédemption ou autodestruction. Lorsque l'avion atterrit à Congonhas, il était déjà 21 heures. Dimitri se rendit directement à l'appartement d'Helena, sachant que son ultimatum expirerait dans quelques heures. Il la trouva dans l'atelier, en train de peindre un nouveau tableau. C'était le portrait d'une jeune et belle femme au regard triste et au sourire mélancolique. En le voyant, Helena posa son pinceau et se tourna vers lui. « Je pensais que tu ne viendrais pas. J'ai dû m'occuper de quelques affaires urgentes. »« Cela me concerne ?» La question le surprit. Helena semblait toujours en savoir plus qu'elle ne le devrait. « Pourquoi demandes-tu ça ?»« Parce que 2 hommes étranges surveillent mon immeuble depuis 3 jours. Les voitures changent de place dans la rue, mais les gens restent toujours les mêmes. » Dimitri sentit la panique monter. Monténégro ne bluffait pas. Il avait vraiment des hommes qui surveillaient Helena. « J'ai besoin de te dire quelque chose d'important. » Helena fit un geste vers le canapé, et ils s'assirent côte à côte. Dimitri lui parla du Monténégro, de la menace, de l'offre de 10 millions de dollars. Il vit le visage d'Helena changer lorsqu'elle réalisa l'ampleur du danger. Est-ce qu'il tuerait vraiment pour ça? Sans hésitation, il a déjà tué. Les 3 filles disparues en 1998. Tu es au courant de ça? J'en sais plus que tu ne le penses. Elles s'appelaient Julia, Mariana et Béatrice. Elles avaient entre 14 et 16 ans. Elles travaillaient sur un chantier au Monténégro comme aide ménagère. Helena se leva et se dirigea vers une étagère, prenant un dossier similaire à celui que Monténégro avait montré. J'ai reçu des témoignages de personnes qui travaillaient avec eux. Ils confirment tous que Monténégro et Ferreira abusaient régulièrement des filles. Comment ont-ils disparu? L'un d'eux a menacé de signaler les abus. Le lendemain, tous les 3 ont disparu. On ne les a jamais retrouvés. Dimitri ferma les yeux, essayant d'assimiler l'information. Monténégro n'était pas seulement un criminel. C'était un prédateur qui détruisait des vies innocentes pour assouvir ses désirs malsains. Et tu m'as aidé à tout couvrir. Je ne savais pas. Oui, il le savait. Peut-être pas dans les détails, mais il savait que quelque chose n'allait pas. Malgré tout, il a choisi l'argent. Helena tendit la main et prit son visage entre ses mains. « Dimitri, tu as l'occasion de faire ce qui est juste. Pour la première fois de ta vie, tu peux choisir entre le juste et l'opportun. Il va nous tuer. Peut-être. Mais au moins, nous mourrons l'âme pure. » Dimitri l'embrassa alors, désespérément, comme si c'était la dernière fois. Helena répondit avec la même intensité, ses mains s'accrochant à lui comme si elles pouvaient absorber sa force. « Je t'aime, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Je t'aime aussi. Malgré tout, je t'aime. » Ils firent l'amour sur le canapé de l'atelier, entourés des tableaux d'Helena, des preuves des crimes qu'ils avaient découverts, de l'odeur de peinture et de térébenthine qui emplissait l'air. C'était différent des autres fois, plus urgent, plus désespéré, empli de la certitude que ce serait peut-être la dernière fois. Ils s'allongèrent ensuite par terre, recouverts seulement d'une couverture qu'Helena avait prise sur le canapé. Du bout des doigts, elle dessina des cercles paresseux sur son torse. « Quel est ton plan ?» demanda Dimitri. « Je n'ai aucun plan. Demain, je remettrai tout au parquet, comme promis. Même en sachant que le Monténégro peut nous tuer? Surtout pour ça, je ne peux pas le laisser continuer à détruire des vies. » Dimitri la serra contre lui, sentant son cœur battre fort contre sa poitrine. « Et si on s'enfuyait? On prenait son argent et on disparaissait? Où aller? Europe, Asie, n'importe où loin d'ici. » Helena s'écarta et lui fit face. « Serais-tu capable de vivre la conscience tranquille, sachant que Monténégro serait toujours libre d'abuser d'autres filles ?» Dimitri ne répondit pas, mais ils connaissaient tous deux la réponse. Non, il ne pourrait pas. Pas après avoir rencontré Helena, vu le monde à travers ses yeux, compris enfin le poids de ses choix. Alors, nous n'avons pas le choix. Nous avons toujours le choix.
La question est de savoir si nous sommes prêts à en payer le prix. » Ils restèrent assis en silence pendant de longues minutes, scrutant l'ampleur de ce qui les attendait. Dimitri repensa à sa vie avant de rencontrer Elena. Vide, mécanique, bâtie sur des mensonges et des compromissions morales. Maintenant, pour la première fois, il avait l'impression de vivre une vie qui valait la peine d'être vécue, même si ce n'était que pour un court instant. « Elena, il y a quelque chose que je dois te dire. »« Quoi ? À propos de l'affaire ? » ?»« De votre mère. J'ai caché des preuves. J'ai réduit au silence des témoins. Ce n'était pas seulement une question de compétences professionnelles. J'ai même aidé un meurtrier à échapper à la justice. » Elena ne parut pas surprise. « Je sais. Comment savez-vous ? » ?»« Parce que j'ai passé 20 ans à enquêter sur chaque détail de cette affaire. Je sais exactement ce que vous avez fait, comment et pourquoi. Et pourtant tu es là avec moi. Je suis ici parce que je crois en la rédemption. Je crois que les gens peuvent changer, qu'ils peuvent choisir d'être meilleurs qu'avant. » Dimitri sentit les larmes lui brûler les yeux. « Je ne mérite pas ton pardon. » Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de choix. Tu peux choisir d'être l'homme que tu étais, ou tu peux choisir d'être l'homme que tu peux devenir. Il dormait enlacé sur le sol de l'atelier, entouré des vestiges d'une vie consacrée à l'art et à la justice. Dimitri rêvait de sa mère, de conversations qu'il n'avait jamais eues, de choix qu'il aurait pu faire différemment. Il s'est réveillé à 6 heures du matin au son incessant de son téléphone portable. C'était le Monténégro. « Dimitri, j'espère que tu as passé la nuit à réfléchir à ma proposition. »« Je n'ai pas encore décidé. »« Très bien. Mais j'ai quelques informations qui pourraient vous aider à prendre une décision. »« Quelles informations ? » ?»« Ta petite amie n'est pas seule dans cette croisade. D'autres personnes sont impliquées, d'autres familles réclament justice. Si elles ne cèdent pas, elles aussi devront être découragées. » Le sang de Dimitri se glaça. « Combien de personnes ? » 15 familles. 63 personnes, enfants compris. Chacune d'elles peut avoir des accidents très gênants. Tu es un monstre. Je suis un homme d'affaires qui protège ses investissements. Tu as... jusqu'à midi, Dimitri. Après cela, il n'y aura plus de négociations. L'appel prit fin. Dimitri regarda Elena qui s'était réveillée et avait entendu une partie de la conversation. « 63 personnes ?» murmura-t-elle. « Que famille des autres victimes ? Il les tuera toutes si vous ne reculez pas. » Elena se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, São Paulo s'éveillait à un autre jour, inconsciente du drame qui se déroulait dans ce petit appartement. « Je ne peux pas porter le poids de 63 morts sur ma conscience. »« Alors, on va prendre son argent ?» Elena se tourna vers lui et Dimitri vit une détermination féroce dans ses yeux. « Non, finissons-en une bonne fois pour toutes. Comme détruisons le Monténégro avant qu'il ne nous détruise. » Dimitri ressentait un mélange de peur et d'admiration. Elena ne cherchait pas seulement à obtenir justice pour sa mère. Elle était prête à tout risquer pour protéger des gens qu'elle ne connaissait même pas. C'est du suicide. Peut-être, mais c'est le seul moyen d'arrêter un homme comme lui. Elena prit son sac et commença à y ranger les documents. « Je vous livrerai tout ce matin. Mais d'abord, je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. »« Quoi ? » ?»« Je raconterai l'histoire des 3 filles disparues. Je leur donnerai des noms et des visages. Je ferai payer Monténégro non seulement pour les crimes qu'il a commis, mais aussi pour ceux qu'il a tenté de cacher. » Dimitri la regarda se préparer pour le combat final et sut qu'il avait fait son choix. Quoi qu'il arrive, il resterait à ses côtés. Pour la première fois de sa vie, il choisirait le bien plutôt que la sécurité. « Hélène. »« Oui, j'irai avec toi. » Elle sourit, et c'était le plus beau sourire qu'il ait jamais vu. « Suis-je sûr ? » ?»« Absolument. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Elena se pencha et l'embrassa doucement. « Alors changeons le monde, Dimitri Valène, une vérité à la fois. » Le parquet de São Paulo était installé dans un imposant bâtiment du centre-ville, symbole de la justice qu'Elena réclamait depuis 2 décennies. À 9 heures du matin, elle et Dimitri arpentèrent les couloirs de marbre, portant 3 mallettes remplies de preuves susceptibles de faire tomber non seulement Monténégro, mais tout un réseau de corruption vieux de plusieurs décennies. Elena avait pris rendez-vous avec la procureure Laetitia Moura, experte en matière de violation des droits humains,
et l'une des rares personnes du système judiciaire en qui elle avait une confiance absolue. Laetitia était une femme de 45 ans, aux cheveux gris attachés en un chignon strict et au regard intelligent qui ne pardonnait pas aux criminels puissants. « Elena, on ne s'est pas parlé depuis 2 ans. » Laetitia se leva pour la saluer, mais son expression se durcit en voyant Dimitri. Et voici le célèbre Dimitri Valène. « Docteur Moura. » Dimitri tendit la main, mais celle-ci fut ignorée. « Asseyez-vous. » Laetitia désigna les chaises devant son bureau. « Elena m'a appelé hier pour me dire qu'elle avait des informations importantes sur des affaires non résolues. Elle n'a pas mentionné qu'elle était accompagnée par l'un des avocats les plus corrompus de la ville. »« Laetitia, s'il te plaît, » commença Elena. « Non, ça va, » interrompit Dimitri. « Elle a raison, ma réputation parle d'elle-même. »« Alors pourquoi es-tu ici ?»« Parce que je veux me confesser. » Le mot flottait dans l'air comme à une bombe sur le point d'exploser. Laetitia se laissa aller au fond de sa chaise, observant Dimitri avec le regard d'un prédateur qui vient de trouver une proie inattendue. « Avouez quoi, exactement ?»« Tout. 20 ans de crime. Preuves fabriquées, témoins achetés, preuves occultées. J'ai une liste de cas, de noms, de montants, de méthodes. » Laetitia prit un magnétophone et le posa sur la table. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça sans la présence d'un avocat? J'en suis sûr. » Elena prit la main de Dimitri sous la table, lui offrant un soutien silencieux, tandis qu'il entamait la confession la plus difficile de sa vie. Pendant 2 heures, Dimitri détailla chaque crime qu'il avait commis, chaque limite morale qu'il avait franchie, chaque vie qu'il avait contribué à détruire. Laetitia posait des questions précises, demandait des éclaircissements et prenait des notes détaillées. Lorsque Dimitri eut terminé, le silence dans la salle était assourdissant. « Cela suffit pour le condamner à plus de 30 ans de prison », a finalement déclaré Laetitia. « Je sais. Et vous comprenez qu'à partir de ce moment, vous êtes en détention préventive ?»« Je comprends. » Elena sentit les larmes lui brûler les yeux. Elle savait que ce moment arriverait, mais elle n'était pas préparée à la réalité de l'arrestation de Dimitri. « Cependant, » a poursuivi Laetitia, il existe des circonstances atténuantes, des aveux spontanés, une coopération avec la justice et apparemment un important volume de preuves contre d'autres criminels. « Quels autres criminels ?» demanda Dimitri. Elena ouvrit la première mallette et commença à en sortir des documents. Ricardo Montenegro, Augusto Ferreira, et un réseau d'au moins 40 hommes d'affaires et hommes politiques impliqués dans des crimes allant du meurtre au trafic d'êtres humains. Laetitia examina les documents avec un intérêt croissant. Enregistrements audio, photographies, relevés bancaires, contrats signés, témoignages. C'était un dossier plus complet que tout ce que le parquet avait pu rassembler au cours de ces années d'enquête. Comment ont-ils obtenu tout ça? 20 ans de recherche méticuleuse, répondit Elena, et quelques regrets de dernière minute. Laetitia continua sa lecture, son expression s'assombrissant à chaque page. Mon Dieu, Elena, c'est explosif. Si tout cela est vrai, c'est vrai. Chaque document a été vérifié. Chaque enregistrement a été authentifié. Nous parlons donc de la plus grande opération contre la corruption et le crime. Organisée de l'histoire de São Paulo. Dimitri ressentit un mélange de soulagement et de terreur. Soulagement de dire enfin la vérité, et terreur à l'idée de ce qui allait se passer ensuite. « Docteur Moura, il y a autre chose que vous devez savoir, » dit Elena. Le Monténégro est au courant de notre enquête. Il a menacé de nous tuer. Non seulement Dimitri et moi, mais aussi les familles d'autres victimes. Combien de personnes? 63, enfants compris. Laetitia décrocha immédiatement le téléphone. Je vais appeler la police fédérale. Nous avons besoin de protection pour tous ces gens. Pendant que Laetitia passait les appels nécessaires, Elena et Dimitri restèrent seuls quelques minutes. Il la serra contre lui et l'embrassa tendrement. « Merci » murmura-t-il contre ses lèvres. « Pourquoi ?»« Pour m'avoir sauvé de moi-même. Tant nous nous sommes sauvés ensemble. » La porte s'ouvrit et Laetitia revint, accompagnée de 2 agents de la police fédérale. « Nous avons un problème. Montenegro a disparu. Il a quitté l'hôtel à Rio ce matin et personne ne sait où il est. » Dimitri sentit son sang se glacer. « Il arrive par ici. »« Comment savez-vous ?»« Parce que c'est ce que je ferai. Il va essayer d'éliminer les preuves et les témoins
avant que tout ne soit rendu public. Un des agents s'est approché. « Monsieur Vallen, Madame Cardozo, nous vous mettons immédiatement sous protection préventive. »« Non. » Elena se leva. « Si on se cache, il s'en prendra aux autres familles. On est sa cible principale. Tant qu'on sera visible, il se concentrera sur nous. C'est très dangereux. C'est la seule façon de protéger les innocents. » Laetitia observait Elena avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu as un plan ? Je le veux. Mais il faudra que Dimitri accomplisse encore une tâche difficile. » Dimitri la fixa du regard. « N'importe quoi. Tu dois appeler Monténégro. Dis-lui que tu acceptes sa proposition. Fixe un rendez-vous. Pourquoi ? Pour qu'on puisse l'attraper en flagrant délit, avec des enregistrements, des témoins et des preuves irréfutables. » L'un des agents secoua la tête. « Trop risqué. Monténégro ne s'approchera pas. Sans armes. Alors nous devrons être plus malins que lui. » Laetitia étudia les visages d'Elena et de Dimitri, voyant la détermination de deux personnes qui avaient choisi le chemin le plus difficile, mais moralement correct. « D'accord. Allons-y. Mais avec une protection complète. Agents infiltrés, écoute téléphonique, caméra, tout. » Dimitri décrocha le téléphone, les mains tremblantes. Monténégro répondit à la première sonnerie. « Dimitri, j'attendais ton appel. »« J'accepte votre proposition. Intelligent. Je savais qu'il arriverait à la bonne conclusion. Mais j'ai des conditions. Lequel ? Je veux la moitié de l'argent avant la réunion et je veux avoir la garantie que les autres familles ne seront pas touchées. D'accord. Où veux-tu qu'on se retrouve ? » Dimitri regarda Elena qui lui montra un papier avec une adresse. « Il y a un entrepôt abandonné dans la zone Est, rue Adutor Almeida Prado, 1347. Tu le connais ? Je peux te rencontrer. À quelle heure ? 6 heures de l'après-midi. Parfait. Et Dimitri ? Ne fais rien de stupide. J'ai des hommes partout en ville. » L'appel prit. Fin, Dimitri regarda Elena, voyant en elle un mélange de peur et de détermination qui le fit l'aimer encore plus. « Es-tu sûr de ça ? » ?»« Absolument. C'est le seul moyen d'en finir une bonne fois pour toutes. » Les heures qui suivirent furent un véritable marathon de préparation. La police fédérale installa des dispositifs d'écoute dans l'entrepôt, posta des snipers dans les bâtiments voisins et organisa des équipes d'intervention rapide. Elena et Dimitri étaient équipés de micros et de traceurs GPS. À 17 heures, ils étaient dans l'entrepôt, entourés de matériel de surveillance, mais se sentant complètement exposés. L'endroit avait été une usine de pièces détachées, automobiles il y a des années. Ce n'était plus qu'un squelette de béton et de rouille. « Tu es nerveux ?» demanda Elena. « Effrayé. Et toi ?»« Moi aussi, mais pour la première fois en 20 ans, j'ai le sentiment de faire ce qu'il faut. » Dimitri la prit dans ses bras. « Elena, si quelque chose tourne mal, ça ne se passera pas mal. Mais si c'est le cas, je veux que tu saches que ce furent les plus beaux jours de ma vie. Te rencontrer, tomber amoureuse de toi, découvrir qui je suis vraiment. Chaque instant en valait la peine. » Elena l'embrassa intensément, savourant le goût de ses lèvres comme si c'était la dernière fois. « Je t'aime aussi, plus que je n'aurais cru possible d'aimer quelqu'un. » Une voiture sombre s'arrêta devant l'entrepôt à 6 heures précises. Monténégro en sortit seul, mais Dimitri vit d'autres véhicules garés à proximité. Il n'était pas venu sans armes. « Dimitri !» Monténégro entra dans l'entrepôt avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Et la belle Elena, on se rencontre enfin en personne. Monsieur Monténégro. » Elena garda une voix ferme, mais Dimitri sentait sa tension. « Tu as apporté l'argent ?» demanda Dimitri. Monténégro fit un geste vers l'un de ses hommes, qui entra avec une mallette. 5 millions de dollars, comme convenu. Qu'en est-il des garanties concernant les autres familles? C'est ma parole, à condition que tu respectes ta part du marché. Elena s'approcha de la mallette et l'ouvrit. Elle était effectivement pleine d'argent, plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de toute sa vie. « Maintenant, je veux voir les preuves détruites, » a déclaré Monténégro. Elena sortit une seconde mallette qu'elle avait apportée. Elle était remplie de documents, des copies factices préparées spécialement pour cet instant. Elle commença à les déchiqueter méthodiquement. Tous, ça les enregistrements aussi. Monténégro était visiblement nerveux, regardant constamment autour de lui. Elena prit un enregistreur numérique et le jeta par terre en marchant dessus. L'appareil se brisa en 1000 morceaux. « Voilà, on est quitte. » Monténégro rit, mais d'un rire sec et dénué d'humour. Pas vraiment. 2 hommes armés surgirent de l'ombre du hangar.
Dimitri comprit qu'ils avaient été trompés. Le Monténégro n'avait jamais eu l'intention d'honorer l'accord. « Tu crois vraiment que je te laisserai vivre après tous les ennuis que tu m'as causés ?» Monténégro sortit un pistolet de sa veste. « Rien de personnel, mais je ne peux pas risquer que tu changes d'avis. Tu as dit que tu ne nous tuerais pas si nous coopérions, dit Elena, essayant de gagner du temps. J'ai menti, comme tu as menti en disant que tu avais détruit toutes les preuves. Le cœur de Dimitri s'emballa. Comment Monténégro le savait-il? Tu me prends pour un idiot? Tu sais qu'il est impossible de détruire 20 ans d'enquête avec une mallette pleine de documents. Monténégro pointa l'arme sur Elena. Où sont les vraies preuves? Ils ont été remis au bureau du procureur ce matin. Qu'a déclaré Elena en levant le menton avec défi. Vous avez donc scellé vos destins. Monténégro s'apprêtait à appuyer sur la gâchette lorsque l'entrepôt explosa. Des agents de la police fédérale surgirent de chaque point d'entrée. Des tireurs d'élite éclairèrent Monténégro avec des viseurs laser. Des voix amplifiées hurlèrent des ordres. Police fédérale, lâchez votre arme. Vous êtes entourés. Descends, maintenant. Monténégro regarda autour de lui, réalisant qu'il était tombé dans un piège. Ses hommes lâchèrent aussitôt leurs armes, mais il garda son pistolet pointé sur Elena. « Si je tombe, je t'emmène avec moi » cria-t-il. Dimitri n'y réfléchit pas. Instinctivement, il se jeta devant Elena au moment précis où Monténégro appuya sur la détente. Le coup de feu résonna dans l'entrepôt comme le tonnerre. Dimitri sentit une douleur dévastatrice lui exploser à la poitrine. Il tomba au sol, du sang coulant sur sa chemise blanche qui virait rapidement au rouge. « Dimitri !» Elena s'agenouilla à côté de lui, pressant ses mains contre la plaie pour tenter d'arrêter le saignement. Monténégro n'a pas eu le temps de tirer une seconde fois. Les snipers l'ont abattu avec une précision chirurgicale. Il est mort sur le coup. « Appelez l'ambulance. Tout de suite !» hurla Elena en serrant Dimitri dans ses bras. « Ça fait mal ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Pas autant que ça devrait l'être. » Dimitri sourit faiblement. « Je crois que l'adrénaline fait encore effet. Tout ira bien, il faut que tout aille bien. » Elena, sa voix devenait de plus en plus faible. « Ne parle pas. Préserve tes forces. J'ai besoin de te dire quelque chose. Dis-le-moi plus tard, quand on sera en sécurité. Pas maintenant. » Dimitri lui prit la main. « Merci de m'avoir appris ce qu'est le véritable amour. Arrête de parler comme si tu allais dire au revoir. Et merci de m'avoir appris la différence entre être en vie et vivre réellement. » L'ambulance est arrivée 5 minutes plus tard, mais on a eu l'impression que cela avait duré 5 heures. Elena a accompagné Dimitri à l'hôpital, lui tenant la main tout le long du trajet, lui murmurant des mots d'encouragement tandis que les ambulanciers s'efforçaient de le stabiliser. L'opération a duré 4 heures. Elena est restée toute la séance dans le couloir de l'hôpital, réconfortée par Laetitia et les agents de la police fédérale. Lorsque le médecin a finalement quitté la salle d'opération, elle s'est relevée, le cœur battant. « Il se rétablira complètement ?» sourit le médecin. La balle a traversé son poumon mais n'a pas touché d'organes vitaux. L'opération a été complexe mais réussie. Elena s'effondra sur une chaise, libérant enfin toutes ses émotions refoulées. Elle pleura de soulagement, de gratitude et d'amour. Dimitri se réveilla 2 jours plus tard. La première chose qu'il vit fut Elena endormie sur une chaise à côté de son lit, les cheveux en bataille, les vêtements froissés, mais toujours la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Elena. Sa voix était un murmure. Elle se réveilla aussitôt. « Dimitri, Dieu merci, tu vas bien ?»« Comment ça, bien? J'ai l'impression qu'un camion m'a écrasé. » Elena rit à travers ses larmes. « Tu t'es fait tirer dessus en me sauvant. La vie, espèce d'idiot. » « Ah ça valait le coup. » « Ne plaisante pas avec ça. » Dimitri essaya de s'asseoir, grimaçant de douleur. Qu'est-il arrivé au Monténégro? Mort. Et tout son réseau a été démantelé. Les preuves que nous avons fournies au parquet ont permis l'arrestation de 37 personnes. Et les autres familles? Tout va bien, la menace est écartée. Dimitri ferma les yeux, sentant un poids énorme se soulever de ses épaules. C'est vraiment fini? C'est terminé. Vous avez rempli votre part de l'accord. Avec la justice, Laetitia a déclaré que votre collaboration et le risque que vous avez pris pour protéger les témoins seront considérés comme des circonstances atténuantes importantes. Combien de temps? Probablement 5 ans avec la possibilité de passer à un régime semi-ouvert dans 2 ans. Dimitri hocha la tête.
C'était une sentence juste compte tenu de l'ampleur de ses crimes. « Et toi, que vas-tu faire » Elena lui prit la main et la porta à ses lèvres. « J'attendrai. 5 ans, c'est long. » J'ai attendu. 20 ans pour la justice. Je peux attendre 5 ans pour l'amour. Il est sûr? Absolument. Elena se pencha et l'embrassa doucement. D'ailleurs, qui a dit que ces 5 années seraient perdues? Je viendrai te voir tous les week-ends. On s'écrira des lettres. Je ferai des portraits de toi. Et quand tu sortiras, on commencera une nouvelle vie. Où? Où tu veux. On a assez d'argent pour tout recommencer où on veut. Quel argent? Elena sourit. Les 5 millions que Monténégro a apportés. Techniquement, cet argent provenait du crime, mais la police fédérale a autorisé son utilisation pour indemniser les victimes. Ta part sera retenue jusqu'à ta sortie de prison. Dimitri n'en revenait pas. Après une vie passée à faire de mauvais choix, il avait enfin fait le bon. Et grâce à cela, il avait gagné non seulement la rédemption de son âme, mais aussi l'amour de la femme la plus extraordinaire qu'il ait jamais connue. Hélène? Oui? Épouse-moi? Maintenant? Quand je sortirai de prison, ou plutôt si tu veux épouser un prisonnier. Elena rit, un rire pur et joyeux qui résonna dans la chambre d'hôpital. Bien sûr que je le ferai, mais seulement si tu me promets une chose. Rien, que tu ne me mentiras plus jamais. Je te le promets, plus de mensonges, plus de secrets, que la vérité. Alors oui, Dimitri Valène, j'accepte de t'épouser. Ils s'embrassèrent à nouveau, et Dimitri eut l'impression d'avoir enfin trouvé ce qu'il recherchait toute sa vie sans le savoir, la rédemption, le véritable amour et la chance d'être une meilleure personne. À l'extérieur de l'hôpital, São Paulo poursuivait son éternel ballet. Des millions de personnes luttaient contre leurs propres combats, poursuivaient leurs rêves, cherchaient un sens à leur vie. Mais dans cette chambre, 2 personnes avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. La chance de transformer la douleur en amour, la vengeance en pardon et le passé en avenir. Elena passa les mois suivants à se préparer à une nouvelle vie. Elle vendit ses tableaux, rangea ses affaires et rendit visite aux familles des victimes aidées par l'opération policière. Nombre d'entre elles pleurèrent de gratitude. D'autres offrirent leur pardon. Tous exprimèrent leur admiration pour cette femme qui avait consacré sa vie à obtenir justice. Dimitri fut jugé et condamné à 5 ans de prison, mais sa coopération exceptionnelle avec la justice lui valut d'être condamné à une peine de prison semi-ouverte après seulement 2 ans. Elena tint sa promesse. Elle lui rendit visite chaque week-end, lui écrivit des lettres quotidiennes et lui maintint l'espoir dans les moments les plus difficiles. Ils se marièrent lors d'une cérémonie simple dans la chapelle du pénitencier, entourés seulement de quelques amis proches, et de la présence symbolique de toutes les victimes qu'ils avaient aidé à sauver. Elena portait une simple robe blanche, Dimitri un uniforme de prisonnier, mais tous deux souriaient comme s'ils étaient seuls au monde. À la libération de Dimitri après 3 ans et demi de peine, Elena l'attendait aux portes de la prison avec une simple voiture et une valise pleine de vêtements neufs. Pas de photographe, pas de drame. Juste un homme qui laissait son passé derrière lui et une femme qui avait prouvé que l'amour pouvait tout changer. Ils s'installèrent dans une petite ville côtière de l'intérieur de l'État de Bahia où Elena avait grandi. Dimitri trouva un emploi de professeur de droit de l'homme dans une université locale, mettant son expertise à profit pour sensibiliser les jeunes avocats aux dangers de la corruption et à l'importance de l'éthique professionnelle. Elena se remit à la peinture, mais ses tableaux représentaient désormais l'espoir, la renaissance et la beauté de la rédemption humaine. Ces expositions attirèrent des visiteurs de tout le pays, non seulement pour leur qualité artistique, mais aussi pour la force du message qu'elles véhiculaient. Un dimanche après-midi, 5 ans après leur première rencontre à l'hôtel, ils marchaient le long de la plage, main dans la main, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes dorées et rouges. « Tu le regrettes ?» demanda Elena. « De quoi ? D'avoir choisi de se confesser, d'avoir renoncé à son ancienne vie. » Dimitri s'arrêta et la prit dans ses bras. « Elena, mon ancienne vie n'était plus une vie. C'était juste une existence vide, bâtie sur le mensonge et la cupidité. Ma vraie vie a commencé la nuit où tu es entré dans cette chambre d'hôtel. Même en sachant tout ce qui s'est passé après,
surtout à cause de tout ce qui s'est passé par la suite. Ils s'embrassèrent, tandis que les vagues léchaient leurs pieds nus, et Dimitri sut qu'il avait enfin trouvé la rédemption. Ni dans la religion, ni dans la philosophie, mais dans l'amour d'une femme extraordinaire qui avait vu le pire en lui et qui croyait encore qu'il pouvait devenir meilleur. Elena était entrée dans sa vie comme une tempête, détruisant tout, ce qu'il pensait savoir de lui-même. Mais après cette tempête, elle avait laissé quelque chose de nouveau et de beau à la place, la chance d'être véritablement humain. Et à ce moment-là, marchant sur la plage avec la femme qu'il aimait, Dimitri Valens savait qu'il était enfin vraiment en vie.